et je déplorerais de donner prise à l'idée que je souscris à la doctrine raciale, totalement pernicieuse et non scientifique. Car rien n'est mauvais au début, même Sauron ne l'était pas. Bonjour à tous, ici Faustéa pour les Échos d'Imladris. Une vidéo un peu spéciale nous attend aujourd'hui, puisqu'elle traite d'un sujet assez important et qui résonne encore plus ces derniers temps et pour tout le monde. On va parler de Tolkien, le racisme et les préjugés, un sujet très délicat à traiter, un sujet où je dois avoir des gants remontés jusqu'aux épaules, mais j'espère faire ça de manière compréhensible et surtout simple. Il va de soi que ce que je vais raconter ici ne tient pas de mes opinions personnelles, mais bien d'avis de chercheurs, de personnes qualifiées pour ce genre de recherche, mais aussi de lettres et de textes écrits par Tolkien lui-même. Qu'il s'agisse d'Elrohir ou moi-même, ensemble, les deux membres des Échos d'Imladris, nous sommes en retrait, et nos opinions personnelles le sont tout autant. Ce ne sont pas les opinions des Échos d'Imladris qui vous attendent ici donc, mais juste une présentation de certaines recherches et aussi de certains textes écrits par Tolkien qui traitent justement de la problématique raciste qui est parfois donnée à l'œuvre, mais surtout celle qui est liée au pilier de la pop culture qu'est le Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, dans les Échos d'Imladris, nous partons à la découverte des conceptions sociales de l'entre-deux-guerres, d'une analyse plus poussée de l'œuvre, et nous ferons bien sûr un arrêt par des concepts anthropologiques. Le voyage risque d'être mouvementé. Pour m'aider dans ce sujet, je me suis basée sur différents ouvrages. Bien évidemment, les textes et les lettres de Tolkien, mais aussi le J.R.R. Tolkien Companion and Guide de Hammond Eskel, ainsi que Tolkien Race and Cultural History From Fairies to Hobbits de Dimitra Fimi. Il existe évidemment d'autres articles et ouvrages ayant traité ce vaste sujet, mais j'ai limité mon choix aux textes auxquels je me réfère dans ma vie quotidienne régulièrement et les textes que j'utilise aussi dans les autres vidéos de la chaîne. Allez, on y va, c'est parti! Tolkien est raciste. Le Seigneur des Anneaux est raciste. Vous avez sans doute déjà entendu, vu ou lu cette affirmation. Lorsque les arguments sont avancés, les forces du côté du mal sont pointées du doigt pour le Seigneur des Anneaux. Les orques sont noirs, les seuls hommes de couleur sont les Aradrim ou Sudérons, alliés de Sauron. Quand la série des Anneaux de pouvoir est sortie, certains ont utilisé cet argument pour bâcher encore plus les choix de casting et des personnages incarnés dans la série. On a accusé Tolkien d'être antisémite et même orientaliste. La récupération de son œuvre par des politiciens et des partis d'extrême n'a pas été cachée, comme actuellement en Italie. Même l'œuvre sert de socle et de construction à une idée de tradition européenne couverte par des ouvrages publiés. Mais qu'en est-il vraiment des positions de Tolkien ? Nous avons la chance d'avoir une partie de la correspondance de Tolkien qui a été éditée, notamment en français, et celle-ci nous donne déjà un aperçu de ses opinions non dissimulées. Prêt à lire quelques lettres ? Dans ce premier cas, en 1938, l'éditeur de Tolkien avait négocié et reçu une lettre d'une maison d'édition allemande appelée Rutten Loening Verlag, localisée à Potsdam. Cette dernière souhaitait potentiellement traduire le Hobbit en allemand, mais avant ça, Tolkien devait confirmer son origine aryenne. Tolkien va s'opposer à cette requête et envoie 2 lettres de réponse à son éditeur. Nous n'en possédons plus qu'une seule qui a été retrouvée chez l'éditeur anglais. Il est à parier que c'est l'autre qui a été envoyée en Allemagne. Néanmoins, voici ce que Tolkien écrivait. Je regrette, mais je ne vois pas bien ce que vous entendez par Arish. Je ne suis pas d'extraction aryenne, c'est-à-dire indo-iranienne. Pour autant que je sache, aucun de mes ancêtres ne parlait l'hindoustani, le perse, le tzigane ou autres dialectes associés. Mais si je suis supposée comprendre que vous voulez savoir si je suis d'origine juive, je ne peux que répondre que je regrette de ne pouvoir apparemment compter parmi mes ancêtres personne de ce peuple si doué. Dans cet extrait, Tolkien montre toute sa connaissance de l'usage correct du mot arien, qui est une opposition forte contre le mauvais emploi fait de ce mot par les nazis. Dans cette même lettre, il continue plus loin. J'ai été néanmoins habitué à regarder mon nom allemand avec fierté, même tout au long de la dernière et regrettable guerre, au cours de laquelle j'ai servi dans l'armée anglaise. Je ne peux cependant m'empêcher de faire remarquer que si des requêtes de cette sorte, impertinentes et déplacées, doivent devenir la règle en matière de littérature, alors il n'y a pas loin à ce qu'un nom allemand cesse
cesse d'être une source de fierté. Deuxième exemple, le 18 avril 1944, alors que son fils Christopher est en entraînement pour devenir pilote à la RAF, la Royal Air Force, Tolkien lui répond par rapport au questionnement de son fils quant à la situation en Afrique du Sud qui mènera à l'apartheid. Petit rappel pour tout le monde ce qu'est l'apartheid selon le site d'Amnesty International. Pour caractériser un système d'apartheid, il faut notamment établir 3 critères principaux. Le premier, un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre. 2, un ou des actes inhumains, je ne vais pas donner d'exemple. Et troisièmement, une intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre. À l'origine, le terme apartheid a été utilisé pour désigner le régime politique de l'Afrique du Sud de 1948 à 1991. À l'époque, le pays imposait explicitement la ségrégation raciale, instituant à travers tout un système de lois et de pratiques la domination et l'oppression d'un groupe racial par un autre, en l'occurrence celle des Noirs par les Blancs. Et second petit rappel complémentaire, Tolkien père est né en Afrique du Sud. Dans cette lettre, il écrit « Quant à ce que tu dis ou laisses entendre sur la situation locale, j'en avais entendu parler. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé, même en pire. J'en entendais régulièrement parler par ma mère et ai pris depuis ce temps un intérêt particulier pour cette partie du monde. La façon dont sont traités les gens de couleur horrifie pratiquement toujours ceux qui quittent la Grande-Bretagne, et pas seulement en Afrique du Sud. Malheureusement, peu retiennent très longtemps ce sentiment généreux. Le troisième exemple, c'est toujours dans les environs de la Seconde Guerre mondiale. Tolkien écrit à son fils, toujours Christopher, qui se trouve à ce moment-là justement en Afrique du Sud, dans un camp à Standerton, dans le Transvaal. Et il lui écrit au sujet de la propagande raciste des ennemis des Alliés. « Je ne comprends pas la position de la BBC selon laquelle les troupes allemandes sont un mélange hétéroclite de cantiniers et d'hommes brisés, alors qu'elles opposent pourtant encore une résistance des plus acharnées aux armées, les meilleures et les mieux équipées, ce qu'elles sont réellement, qui est jamais combattue. Les Anglais se targuent, ou du moins se targuaient, d'avoir l'esprit sportif, ce qui impliquait d'être beaux joueurs, même si le fait d'assister à un match du championnat de football suffit à dissiper l'idée que l'esprit sportif serait partagé par un très grand nombre d'habitants de cette île. Mais il est inquiétant de voir la presse se vautrer dans la boue des ragots autant que Goebbels en son temps, hurlant que tout officier allemand qui tient bon dans une situation désespérée, quand en plus les difficultés militaires de son camp sont nettement améliorées grâce à lui, est un ivrogne et un fanatique absolu. Tolkien donc considère que l'injure faite à l'ennemi simplement parce qu'il est ennemi est une manifestation de racisme, au même titre que la ségrégation, même l'antisémitisme, que le patriotisme ne justifie donc pas le racisme. Mais encore plus loin dans la lettre, il parle d'un récent article très sérieux paru dans la presse locale et qui appelle solennellement à l'extermination systématique du peuple allemand tout entier, comme la mesure adéquate après la victoire militaire. Parce que, je cite, « ce ne sont que des crotales et ils ne savent pas reconnaître le bien du mal », d'après l'auteur de l'article. Tolkien écrit juste après « Les Allemands n'ont pas plus le droit de décréter que les Polonais ou les Juifs sont une vermine à exterminer, des sous-hommes, que nous de le dire des Allemands. En d'autres termes, aucun droit, quoi qu'ils aient fait. » Avec ceci en tête, ceux qui voient encore en Tolkien et son œuvre des évidences de racisme, qu'ils soient conscients ou inconscients, se réfèrent aux descriptions des différents peuples-hommes qui ont combattu du côté du mal, qu'ils soient incarnés par Morgoth, Sauron ou Saruman. Ces descriptions suggèrent que ces hommes sont d'origine asiatique, mongole ou africaine, alors que ceux du bon côté sont assimilés à des origines européennes. Souvent, ces détracteurs pointent du doigt l'origine des orques et leur côté malfaisant, exclu de toute rédemption. Si l'on voulait grossir le trait des préjugés, nous pourrions dire que le parler noir possède des consonances avec le turc, que les orques utilisent des lames courbes, les hommes du côté du Mordor sont décrits de manière sale et péjorative, alors que face à eux se trouvent les forces belles et vaillantes ayant des similitudes avec l'homme nord-européen. Mais est-ce vraiment l'unique traitement que Tolkien fait de ces hommes, autre que les armées du Gondor et du Rohan? Qu'en est-il de la perception des personnages dans tous les événements du Seigneur des Anneaux, de ces mêmes autres hommes? Si nous prenons l'exemple de Ganboregan et des Wos, c'est-à-dire le peuple des Durodain, c'est un peuple humain qui a été chassé comme du bétail, notamment par les Rohirrim, mais qui préfère
aider les Rohirrim, même en échange de l'arrêt de leur persécution, mais aide les Rohirrim contre les armées de Sauron. De même, le discours de Sam en voyant un soldat Haradrim mort est vraiment empreint d'humanité. Sam était heureux de ne pas voir la figure du mort. Il se demandait quel était son nom et d'où il venait, s'il avait vraiment le cœur mauvais, ou quel mensonge ou menace l'avait conduit dans cette longue marche depuis son foyer, et s'il n'aurait pas plutôt préféré y demeurer en paix. Il y a d'autres exemples dans l'œuvre, comme par exemple Pardon d'Aragorn, qui seront explicités plus loin dans la vidéo et qui viendront résonner avec cette perception qu'ont les personnages des autres peuples. Fort de ces quelques exemples, il est temps de mettre en évidence un point important. Les critiques racistes faites à l'encontre de l'œuvre ne prennent que très rarement un élément essentiel en compte, celui de remettre les conceptions sociales, scientifiques ou anthropologiques dans le contexte dans lequel ces mêmes concepts évoluent. Autrement dit, bien que Tolkien visait à représenter notre monde dans des âges passés fictionnels, ce second monde imaginaire ne peut être jugé par les paramètres de notre histoire. Tolkien était totalement en droit de changer son monde fictif et la manière dont il fonctionne. La vérité est vraie à l'intérieur de ce monde. Dès lors, Morgoth, Sauron ou encore Saruman, de par leur volonté de domination, de force et de peur, sont des ennemis d'Eru et Ilúvatar, du Créateur, des Valar, des elfes et des hommes. Ces derniers mentionnés s'opposent au mal car ils ont appris la vérité, qu'elle soit venue directement ou indirectement des Valar et donc d'Eru et Ilúvatar, le Créateur. Les exemples plus hauts, comme celui de Ganburigan, sont des moments où l'abandon de vieux préjugés couplés à la tolérance deviennent des pavés solides pour mener vers une compréhension nouvelle et une plus grande appréciation de l'autre. En plongeant encore plus loin dans le légendaire, nous remarquons que les hommes eux-mêmes sont subdivisés. Nous avons les hommes de l'Ouest, les grands hommes, ceux de Númenor, et nous avons les hommes du milieu, ceux du crépuscule, comme les Rohirrim. Bref, une anthropologue s'est penchée sur la question de ces subdivisions. Elle s'appelle Victoria Lulling. Elle explique que ces divisions ressemblent à cette vision victorienne classique du sauvagerie, barbarie, civilisation, qui était une théorie en vogue pendant la jeunesse de Tolkien. Elle explique cependant que la ressemblance est superficielle. En réalité, il n'y a pas d'évolution intrinsèque dans la terre du milieu. Qu'il s'agisse de Númenor ou des hommes du Sud, c'est le contact des elfes qui leur a permis de changer et l'absence de contact qui les a laissés là où ils sont depuis des millénaires. Dans sa subcréation, toute tentative de racisme est absente. Les Haradrim sont corrompus non pas parce qu'ils sont biologiquement inférieurs, mais juste parce qu'ils sont humains et donc corruptibles dans le bon et le mauvais sens. C'est parce que les hommes du Gondor ont hérité des vérités d'Aman via leurs ancêtres et qu'ils nous semblent être plus nobles de nature. Ils ne sont en rien supérieurs aux autres hommes peuplant la terre du milieu. Et je ne vous parlais que des hommes. Toutes les discussions sur le racisme sont délicates puisqu'en terre du milieu, nous retrouvons même plusieurs espèces comme les elfes, les nains, les Ainur, les Ents. Dès lors, la relation entre chaque espèce doit être prise en compte. Mais Tolkien va plus loin. Il existe des mariages interraciaux qui sont d'une importance capitale. C'est le fruit de ces unions qui est nécessaire pour la défaite de Morgoth. Melian avec Thingol, Beren et Lúthien, Idril et Tuor qui donneront naissance à Eärendil. Il semblerait donc qu'en terre du milieu, les peuples se mélangent rarement, et lorsqu'ils le font, cela est par choix et non par ségrégation, chaque peuple ayant sa manière de vivre et ses traditions, sans pour autant rejeter l'amitié d'une autre espèce, comme les hobbits et les hommes de la ville de Bree. L'animosité elfe-nain est historique, mais il existe plusieurs amitiés qui viennent contrebalancer. Gimli avec Legolas, Celebrimbor et Narvi, Caranthir ou même Éol qui se lient d'amitié avec les nains de Bélégost et Nogrod. Passons à un autre sujet souvent relié au racisme dévolu au Seigneur des Anneaux, l'esclavagisme. Ce dernier est souvent commis par ceux du côté du mal. Nous avons, premier exemple, les elfes capturés par Morgoth, forcés à travailler et, selon les versions, corrompus et transformés en orques. 2. Des alliés de Morgoth vont capturer et réduire en esclavage les quelques gens restants du peuple de Hador. Troisième exemple, sous l'influence de Sauron, les Núménoréens n'échappent pas à la règle. Ils n'arrivent pas en terre du milieu avec les poches pleines de cadeaux, ils arrivent armés comme pour une guerre, chassant les hommes habitant déjà en terre du milieu, les réduisant en esclavage et pillant leurs biens et leurs propriétés.
Quatrième exemple, les Haradrim qui, eux, capturent les Gondoriens pour les mettre dans leurs navires. Ces exemples trouvent un écho proche des pans de l'histoire européenne, pas uniquement une ressemblance avec l'esclavagisme en Amérique notamment. On peut y voir les raids vikings en Angleterre, ou l'asservissement des perdants par les Grecs ou les Romains. Et c'est ce dernier point qui est important, car ni le Gondor ni le Rohan n'asservissent leurs ennemis battus. Lorsque le Rohan triomphe sur les forces de Saruman, le peuple des chevaux propose aux Dunlandais désarmés, ces hommes sauvages qui s'étaient alliés à l'Istar, ceci. Une fois qu'ils auront aidé à enterrer les morts et à réparer les dégâts faits au gouffre de Helm, les Rohirrim sont enclins à accepter un serment, celui de ne jamais attaquer le Rohan à nouveau et ainsi pouvoir retourner sur leur terre en hommes libres. Ce qui a pour effet de choquer les Dunlandais car Saruman leur avait dit que les Rohirrim étaient cruels et brûlaient leurs captifs vivants. De même, et voire même plus symbolique, à la fin du Troisième Âge, Aragorn va pardonner les Orientais qui capitulent et les renvoie chez eux, libres. Aragorn va même faire la paix avec les peuples du Harad, c'est-à-dire le sud de la Terre du Milieu. Mais en acte encore plus fort, il va libérer les orques et autres esclaves du Mordor et leur donner les terres autour du lac Nournen, situé au sud-est du Mordor. Aragorn, comme Théoden puis à sa suite Éomer, n'ont aucune prétention de domination ou de supériorité. C'est la paix et la cohabitation qui priment. Si vous avez lu Tolkien, vous savez que les longues descriptions du physique des personnages ne sont pas le point fort de l'auteur. Pour preuve, le manque d'informations sur Legolas, à tel point qu'on ignore la vraie couleur de sa chevelure. C'est encore plus vrai lorsque nous regardons les descriptions des ennemis. Nous avons de faibles descriptions autour des Haradrim qui sont faites dans le légendaire, comme par exemple dans le Silmarillion ou dans le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, Gollum à Morannon va dire « Encore des hommes qui vont au Mordor », dit-il à voix basse. Des visages sombres. On n'en avait jamais vu des hommes comme ça avant. Non, Sméagol n'en avait jamais vu. Ils ont l'air féroces. Ils ont des yeux noirs et de longs cheveux noirs et des anneaux d'or aux oreilles. Oui, beaucoup de bel or. Et certains ont les joues peintes en rouge et ils portent des capes rouges et leurs drapeaux sont rouges et le bout de leurs lances et ils ont des boucliers ronds, jaunes et noirs avec de grands piquants. Pas gentils. Des hommes cruels et méchants qu'ils ont l'air. Presque aussi mauvais que des orques et bien plus gros. Sam, en Ithilien, va aussi décrire les Haradrim. Puis soudain, par-dessus le bord du talus qui les abritait, un homme tomba, dévalant à travers les buissons et vint s'écraser presque sur eux. Il termina sa chute dans les fougères, face contre terre, le cou hérissé de pennes vertes fichées sous son collier d'or. Sa tunique écarlate était en loques. Son corselet d'écailles de bronze était déchiré et tailladé. Ses tresses noires nattées d'or étaient baignées de sang. Sa main brune serrait encore la poignée d'une épée brisée. C'était la première fois que Sam voyait des hommes se battre contre des hommes, et il n'y trouva rien d'agréable. Il était heureux de ne pas voir la figure du mort. Il se demandait quel était son nom, et d'où il venait, s'il avait vraiment le cœur mauvais, ou quel mensonge ou menace l'avait conduit dans cette longue marche depuis son foyer, et s'il n'aurait pas plutôt préféré y demeurer en paix. Mais est-ce leur description qui les rend ennemis, ou tout simplement le fait qu'ils se battent du côté de Sauron? Est-ce dans leur nature biologique profonde? Et pour répondre à ça, nous allons faire un tour du côté des deux mages bleus. Les mages bleus sont mystérieux car peu de textes les mentionnent. Et surtout, les deux textes avec le plus d'informations nous montrent deux versions totalement différentes de leur quête. Dans le tome 12 des History of Middle-earth appelé The Peoples of Middle-earth, les mages bleus sont allés à l'Est, lieu où Sauron avait et continue d'exercer une influence perfide. Alatar et Palando ont réussi à contrer l'influence de Sauron, à faire que des alliés du mal ne le rejoignent pas plus, permettant ainsi à Aragorn, Gandalf et les autres de ne pas subir un nombre plus conséquent d'ennemis et à les aider dans leur victoire au champ du Pelennor. Cela veut dire que des hommes sont sortis pourtant de l'ombre de Sauron grâce à l'intervention des mages bleus. Preuve, encore une fois, que la corruption est humaine mais peut ne pas être définitive. Je vous ai parlé en long et en large des hommes. Et si nous regardions un peu chez les autres espèces, souffrent-elles d'une sorte de racisme ou de préjugés? Chez les elfes, c'est dans le Silmarillion que nous nous tournons maintenant. Et ce qui est particulier, c'est que les comportements préjudiciables semblent plutôt suggérer un défaut de caractère. Les fils de Fëanor et leur orgueil qui les pousse à se sentir supérieurs aux elfes qui étaient restés en Terre du Milieu, comme par exemple Caranthir ou Couffin. Mais le plus bel exemple, c'est Bel
bel et bien Thingol, le père de Lúthien Tinúviel, lorsqu'il apprend le massacre de son peuple Teleri à Alqualondë par les Noldor, il interdit complètement l'usage de la langue noldorine dans son royaume du Doriath. Chez les Hobbits, même dans la comté, nous retrouvons des préjugés qui ont la vie dure. Dans une conférence de 1992, Christina Scull explique que les Hobbits sont suspicieux envers les autres Hobbits. Pas ceux qui sont d'une autre branche, mais ceux qui habitent dans d'autres quartiers de la comté. Elle ajoute que Tolkien devait sans doute représenter les attitudes des habitants de la campagne anglaise avant que les voyages soient quelque chose de commun, quand les villages voisins étaient considérés comme étrangers. Sam parle des doutes qu'il a envers les Hobbits qui habitent loin de Hobbitbourg, et les Hobbits de la comté parlent des habitants de Bree comme s'ils étaient des étrangers, les considérant par la même occasion bêtes et grossiers. Mais il est à parier qu'avec la fin de l'aventure décrite dans Le Seigneur des Anneaux, certains Hobbits acquis une plus grande tolérance menant vers l'espoir que ces attitudes puissent changer. Un autre exemple bien parlant, c'est encore Gan Borigan et les Duodhain. Il s'agit du cas le plus explicite et fort de préjugés, c'est-à-dire la persécution qu'a subi ce peuple. Et bien qu'ils soient liés aux hommes et au peuple de Aleth, je les classe quand même dans une catégorie spéciale. Gan Borigan est décrit comme un être à la forme humaine, marqué comme la vieille pierre et des cheveux et de la barbe comme de la mousse. C'est un être donc à la forme humaine, et les Duodhain semblent être des hommes mais en état sauvage. Ils communiquent avec des tambours et travaillent énormément le bois. Mais ce qui est surprenant avec eux, c'est malgré le fait évident qu'ils ont été persécutés par les Rohirrim, ils préfèrent aider les ennemis de Sauron. Gan Borigan propose aux Rohirrim de les guider par une route cachée afin d'éviter les embuscades et d'être repérés bien avant leur arrivée pour la bataille. Mais en contrepartie, le chef des Duodhain demande que si les Rohirrim gagnent la guerre, ils laisseront son peuple tranquille et arrêteront de les traquer comme des bêtes. Malgré son aspect singulier, Gan Borigan gagne la confiance des cavaliers. Après la chute de Sauron, Aragorn va donner la forêt entière de Duodan à Gan Borigan et son peuple, pour qu'elle soit à eux pour toujours, et ainsi Aragorn oblige à ce que aucun homme ne puisse rentrer dans leur pays sans invitation. Tolkien s'est pris d'affection pour ces hommes un petit peu spéciaux, et a écrit plus d'informations sur eux que l'on peut lire notamment dans Contes et légendes inachevées. Bref, il est temps pour nous de mêler Morgoth à toute cette histoire, car les préjugés et le racisme peuvent découler d'une méconnaissance, une peur, voire une haine de l'autre. Et en ce qui concerne la division et la méfiance, le premier seigneur des ténèbres est un grand spécialiste. L'un de ses buts dans le Silmarillion, c'était clairement de diviser, de créer de l'animosité et la haine entre ceux qui s'opposaient à lui. Grand fut le triomphe de Morgoth et son dessein accompli d'une manière qui plut à son cœur, car des hommes prirent la vie d'autres hommes et trahirent les Eldar, et la peur et la haine s'étaient immiscées entre ceux qui auraient dû s'unir contre lui. Depuis ce jour, les cœurs des elfes se sont détournés des hommes, excepté ceux des 3 maisons des Edain. Mais de tous les préjudices hostiles du premier âge, le plus connu et celui qui est encore perceptible dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est bien sûr la division entre les nains et les elfes après le sac de la cité elfique de Menegroth par les nains. Après plusieurs millénaires, voilà que le roi des elfes dans le Hobbit, et nous savons qu'il s'agit de Thranduil grâce au Seigneur des Anneaux, est suspicieux par rapport aux nains dans leur quête vers Erebor. Glóin, lors du conseil d'Elrond dans le Seigneur des Anneaux, parle de ses vieux griefs, et de fait, il y a carrément une tension entre Legolas et Gimli pendant la première partie du voyage de la fraternité. C'est lors du séjour en Lothlórien que tout bascule. C'est la rencontre avec Galadriel qui donne à Gimli l'envie de trouver une réconciliation avec les elfes et qui va le mener vers la plus belle des amitiés possibles, celle qu'il va créer avec Legolas. Tolkien nous montre que les vieux préjudices et la haine antédiluvienne peuvent s'effondrer face à une plus grande connaissance et compréhension de l'autre. Elle, Galadriel, posa les yeux sur Gimli, au regard triste et noir, et lui sourit. Et le nain, entendant les noms donnés dans sa propre langue ancestrale, releva la tête et croisa ses yeux. Il lui semblait qu'il regardait soudain le cœur d'un ennemi et y trouvait
amour et compréhension. Son visage émerveillé s'illumina et il sourit à son tour. Dans son ouvrage Tolkien Race and Cultural History From Fairies to Hobbits, Dimitra Fimi nous parle de l'évolution du légendaire de Tolkien en osmose avec l'évolution de sa vie et l'histoire contemporaine. Un chapitre entier traite de cette idée de race. Accrochez-vous, c'est pas le plus simple et on va devoir mettre un peu de contexte. Quand Tolkien a commencé à écrire et créer tous ses textes et sa mythologie, il était totalement accepté et légitime de diviser l'humanité en races sur base de critères physiques ou même de capacités mentales. C'est juste pendant et après la Seconde Guerre mondiale que ce concept a commencé à être questionné. Cet instant marque aussi le moment où Tolkien écrit Le Seigneur des Anneaux. À cette même époque, pour l'anthropologie, la notion de race correspond à une sorte de réalité physique biologique et cela a servi d'idée fondamentale pour les travaux d'anthropologues. Le terme race apparaît pour la première fois dans un contexte scientifique écrit par Buffon en 1749. Mais c'est dans le texte De Generis Humani Varietate de 1975 écrit par Blumenbach qu'il sera utilisé dans le but de catégoriser. Pour certains auteurs, ce texte est, je cite, le traité fondateur du racisme moderne. Pendant la seconde moitié du 19e, l'influence du darwinisme mène vers un concept d'évolution hiérarchique des races humaines et donc la popularisation de la théorie de Darwin selon laquelle les hommes évoluent en fonction de leur environnement et transmettent ça de génération en génération, mais surtout cela implique la domination de certaines races sur d'autres car certaines sont plus évoluées. Ces croyances se retrouvent dans des textes en Grande-Bretagne, comme ceux de Hunt en 1863, avec ses descriptions des Européens et des Africains. C'est le terme en N qui est employé, vous m'excuserez de ne pas l'utiliser ici. Comme deux types d'hommes différents. Nous avons Spencer en 1874, aussi avec ses races supérieures et inférieures, ou encore la fameuse citation de Knox de 1862, avec moi, la race ou l'hérédité est tout. Cela estampille un homme. Hochstein résume en 3 points majeurs l'anthropologie raciale du 19e siècle. 1. La division de l'humanité en un nombre de races, avec des traits permanents et non transformés par leur environnement. 2. La différence des capacités intellectuelles et morales entre races. 3. Les traits physionomiques, comme la taille du crâne ou encore la couleur de peau, qui sont liés aux capacités mentales et à la nature profonde et biologique des membres de ces races. À la fin du 19e siècle, l'idée dominante sera que la pureté raciale est nécessaire à une race ou une nation pour assurer et maintenir sa force et sa vitalité, pendant que la croyance en la supériorité raciale des Blancs devient valide scientifiquement. La première décennie du XXe siècle voit l'émergence du mouvement eugénique en Angleterre. Je ne vais pas m'attarder sur ce courant, mais il continue sur la lancée de la domination blanche. Et il existera quand même des scientifiques qui questionneront ces différentes pensées comme Franz Boas ou Appia. Finalement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée de race était en déclin, laissant place au concept de diversité humaine. Les anthropologues contemporains en vinrent à considérer les questions raciales stéréotypées comme totalement non pertinentes, reléguant l'étude moderne de race à une branche de la biologie des populations. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que Tolkien a vécu pendant ces courants de réflexion. Et ses écrits s'inscrivent dans un contexte où ses pensées étaient acceptées scientifiquement parlant. Pour rappel, Tolkien est né en 1892 et décède en 1973. Il a donc traversé ces différents mouvements de pensée et vécu les 2 guerres mondiales. Alors qu'il a 19 ans, il prononce un discours qui serait jugé inacceptable aujourd'hui lors d'un débat annuel à la King Edward's Hall. Je ne vous mets pas l'extrait ici, de peur qu'il soit réutilisé à de mauvaises fins aujourd'hui, alors que dans le contexte historique dans lequel ce discours a été prononcé, c'était limite normal de tenir de tels propos, vu les courants de pensée. Cependant, rappelez-vous le début de la vidéo. Les idées de Tolkien ont évolué avec le temps, tout comme le monde a évolué de contexte historique. De par la vision de la montée du nazisme et les atrocités perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de contemporains de Tolkien et Tolkien lui-même ont vu vers où les implications idéologiques des théories raciales anthropologiques pouvaient mener. Et tout cela va changer la manière dont Tolkien parlera de ces sujets dans les lettres
lus plus tôt. Néanmoins, il faut mentionner que les disciplines académiques enseignées par Tolkien, c'est-à-dire la philologie et l'anglo-saxon, reflètent encore certaines facettes de cette idéologie raciale, ainsi qu'un amalgame de concepts autour notamment du nationalisme et les communautés réunies autour d'une langue. Pour exemple, parmi les évolutions de Tolkien et l'implication donnée dans sa manière d'enseigner, nous avons un exemple parlant. En 1967, Tolkien fut interviewé pour le Daily Telegraph Magazine et les auteurs de cet article, Charlotte et Denise Plimer, ont envoyé le brouillon de l'article afin que Tolkien puisse vérifier avant sa publication. Tolkien fut vraiment insatisfait avec leur affirmation comme quoi la Terre du Milieu pouvait être identifiée à Nordic Europe, qu'on peut traduire par Europe nordique. Tolkien répond « Pas nordique, je vous en prie », mot que personnellement je n'aime pas. Bien que d'origine française, il est associé à des théories racistes. D'un point de vue géographique, du Nord est généralement préférable, mais l'analyse montrera que même ce terme ne peut pas non plus s'appliquer géographiquement ou dans l'esprit de la Terre du Milieu, mais ce n'est en aucun sens une région simplement nordique. Autre exemple, Tolkien parlera du problème lié à l'association de race et la langue dans sa conférence L'anglais et le gallois en 1955. Le texte est disponible en français dans Les monstres et les critiques et autres essais pour ceux qui veulent le lire. Je pourrais vous parler aussi de l'orgueil anglo-saxon dont Tolkien pouvait faire preuve. Il considérait l'héritage anglo-saxon comme une partie d'un grand tout, regroupant l'Allemagne et la Scandinavie. Je pourrais vous parler de la peine qu'il eut de voir l'idéal germanique être repris par les nazis, de sa relation amour-haine pour les sujets qui touchent les Celtes et qui évoluera au fil du temps. Je pourrais tellement vous parler encore plus de cette structure qui semble hiérarchique en Terre du Milieu et du cas particulier qui est incarné par les semi-elfes, mais je m'éloigne petit à petit du sujet. Il est temps d'entrer dans celui qui a fait couler le plus d'encre et qui a nécessité les explications précédentes, les orques. Bien qu'ils représentent le méchant caractéristique de la Terre du Milieu, leurs origines se trouvent liées aux enfants d'Ilúvatar. Le Silmarillion explique que parmi les premiers elfes, certains furent effrayés par le Vala Oromé lorsqu'il vint à leur rencontre et ces elfes fuirent. Melkor les trouva et les captura. Et ainsi, Melkor engendra-t-il l'horrible race des orques par envie et par moquerie des elfes, dont ils furent ensuite les ennemis les plus acharnés. Tolkien insiste bien sur le fait que Melkor ne peut pas créer et il peut seulement corrompre. Il va de soi que les orques suivent cette logique en étant une version parodiée des elfes. Mais cette création et corruption des orques troubla Tolkien, encore plus après l'apparition du Seigneur des Anneaux, notamment d'un point de vue théologique, mais aussi d'un point de vue philosophique. Il écrivit plusieurs versions et solutions, comme par exemple que les orques sont des maillards déchus, ou même, et il s'agit de la dernière version d'après Christopher Tolkien, les orques sont des hommes corrompus. Ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est que dans la plupart des versions, les orques sont une version négative des hommes ou des elfes. Les orques ont eu la particularité de ne pas être décrits dans le Silmarillion, autre qu'ils sont maléfiques, mais ce n'est pas le cas du tout dans le Seigneur des Anneaux. Malgré tout, ce qui pose souci, c'est bien la description donnée dans une de ces lettres. Les orques sont nettement présentés comme une forme corrompue de l'humain, tel qu'on le retrouve en l'elfe ou en l'homme. Ils sont ou étaient courts, larges, ont le nez plat, la peau jaunâtre, une grande bouche et les yeux bridés. En fait, des versions dégradées et repoussantes, des moins agréables pour les Européens, des types mongols. Je ne vous refais pas ici un cours d'anthropologie, mais les Européens sont qualifiés de caucasoïdes et certains peuples asiatiques sont mongoloïdes. Dans sa conférence du conte de fées, Tolkien explique que, pour nous, la malveillance et la laideur sont indissociables. Nous trouvons difficile de concevoir le mal et la beauté ensemble. Il donna donc aux orques une apparence qui ne lui plaisait pas, à lui, rien qu'à lui. Il n'est pas impossible d'imaginer que si Tolkien avait écrit dans notre contexte de vie en 2024, il aurait sans doute jugé plus prudent de décrire les orques de manière plus fantastique et non proche d'un quelconque peuple. Pour Tom Shippey, il était vital pour l'œuvre d'avoir un ennemi pour lequel on ne puisse ressentir aucune compassion. Dans sa conférence nommée Tolkien l'antitotalitaire, Jessica Yates nous transmet ceci. « Je maintiens que nous ne sommes pas censés identifier les orques à une quelconque race du monde réel. Les orques sont caractérisés par le vandalisme, la violence crue et le fanatisme aveugle. Les orques suivent leur leader car ils ont le cerveau complètement lavé. Tolkien a symbolisé dans l'orque toutes ces foules qui chantent des slogans, tout en étant prêtes à tuer parce que leur leader le leur demande. Ce sont les orques et non les peuples de l'Ouest
qui sont remplis d'une haine irraisonnée pour ceux qui sont différents. Pour éloigner les orques des autres races créées, Tolkien a expliqué qu'ils symbolisaient les tendances humaines. Et évidemment, il ne peut être nié que ce qu'on a retenu des hommes est bien pire que ce que Tolkien décrit comme comportement orc. Et ce point de vue est rejoint par Helen Armstrong. Dans Good Guy, Bad Guy, Fantasy and Reality, elle argumente que il est clair que Tolkien avait les êtres humains en partie dans sa tête lorsqu'il écrivait au sujet des orques. Ils sont égoïstes. Ils apprécient faire mal et la cruauté, mais peuvent être retenus par la poursuite d'autres buts. Les habitants des contes de fées sont habitants de nos rêves, mais nous rêvons principalement de ce que nous connaissons. Les orques sont plus des humains, car les humains peuvent se comporter comme des orques. Je terminerai par cette phrase de Tom Shippey. Le comportement orc est le comportement humain, et leur incapacité à juger leurs propres actions par leurs propres critères moraux est un problème tristement familier. Ici s'achève notre voyage entre réalité et fiction, entre monde réel et monde imaginaire, porteurs tous deux d'idéologies et de conceptions qui évoluent au fil du temps. Tout comme les relectures que nous pouvons faire de cette œuvre, il est donc possible de voir totalement autre chose à travers l'œuvre que ce que je viens de passer plusieurs minutes à vous expliquer. Chaque personne possède son propre prisme de vision lié à ce qu'elle est. J'espère néanmoins avoir pu mettre les idées et les textes de Tolkien dans le contexte le plus proche de la réalité possible. Cet épisode, et je pense que vous le comprenez, a été difficile à écrire. Il va de soi qu'il existe un nombre de biais que je ne peux traiter, n'ayant pas les recherches ou simplement la connaissance pour les traiter. Dans la mesure du possible, je vous prie de rester courtois dans les commentaires et de rester ouvert au dialogue. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à aimer, partager et surtout commenter. De mon côté, je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.